Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche où toutes les semaines nous parlons de la bourse, des investissements et des événements les plus importants qui touchent nos portefeuilles bourse. Ça y est, les législatives sont derrière nous et maintenant nous pouvons faire l'analyse un petit peu plus approfondie en ayant plus d'éléments essentiels. Dans cette vidéo, je vous propose les sujets suivants. Le premier sujet, c'est bien évidemment la politique française. On va rapidement faire un tour qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les scénarios possibles pour l'avenir. Nous allons regarder quel est l'avenir de l'épargnant français selon le profil. Je vous propose d'analyser trois profils, donc l'épargnant classique, après l'investisseur et le trader. Comment la situation actuelle en France peut affecter ces trois profils. Ensuite, nous allons faire un tour rapide des actualités boursières, des indices. Nous voyons des choses intéressantes qui se passent actuellement sur le marché américain, probablement une rotation sectorielle ou pas. Ensuite, je vais partager avec vous les changements que j'ai apportés dans ma propre stratégie que je présente en détail dans le club Mind Your Cash Patrimoine destiné aux abonnés Mind Your Cash. Et à la fin de la vidéo, traditionnellement, nous allons voir les actions que moi je trouve intéressantes malgré les circonstances, malgré les risques qui pèsent actuellement sur les marchés. Mes amis, je vous rappelle de ne pas oublier, s'il vous plaît, de soutenir le projet Mind Your Cash en cliquant la pouce bleu. Ça coûte absolument rien pour vous. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne qui reste gratuite. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis ou vos proches qui s'intéressent à la bourse et à la finance. C'est bon, les législatives sont passées, maintenant nous avons beaucoup plus d'éléments. Le 7 juillet, les résultats ont été annoncés. C'était évidemment une surprise. Je pense que pour la plupart, en tout cas la majorité écrasante des citoyens français, c'était une grosse surprise. Tout le monde pensait que c'était le Rassemblement national qui aura la majorité. On se demandait si ça sera une majorité absolue ou ce sera une majorité relative. Mais le fait que ce sera une majorité, c'était quasiment unanime. Mais finalement, c'était pas du tout le cas. Ils sont arrivés seulement les troisièmes, après le nouveau Front populaire, ensuite après le parti d'Emmanuel Macron, et après seulement sur la troisième place, c'est le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça change et quelle était la réaction des marchés financiers sur cette actualité? Nous avons vu que la réaction elle était plutôt positive presque, donc elle était mitigée par moment, mais globalement c'était plutôt une réaction positive parce que le CAC 40 il a continué son rebond, en fait son rattrapage par rapport aux autres indices mondiaux. Pourquoi il a considéré ce résultat pourtant surprise? On sait que les marchés n'aiment pas généralement les surprises et d'être considéré comme une bonne nouvelle. Il y a deux lectures, une optimiste et une pessimiste. Donc la lecture optimiste, c'est celle que le marché a adoptée. Il y a des extrêmes qui représentent un risque, mais extrême gauche ou extrême droite, finalement, ça ne change pas tant que ça. Donc dans tous les cas, le consensus général, c'était que le Rassemblement national n'allait pas avoir une majorité absolue. Maintenant, c'est pas le Rassemblement national, mais NFP qui est politiquement dominé par la France insoumise. Finalement, le consensus était le suivant, que de toute manière, le programme de LFI ne pourra pas être adopté. Et le marché se sont dit que de toute manière, il faudra chercher les alliances, et ça serait le cas même si le RN était le premier, afin de gouverner la France, afin de nommer le Premier ministre. Donc ça, c'était la conclusion, et les marchés se sont dit, ok, on a évité le pire, maintenant il n'y a pas de majorité absolue chez le RN, et de toute manière, maintenant il faudra se mettre autour de la table de négociation, et on va de toute manière écouter ce que dit le Bruxelles, et écouter ce que disent les marchés, et au pire des cas, les agences de notation, les marchés de dette se font attaquer, et ils vont changer d'opinion et adopter la politique plus ou moins la même qu'a adopté et la gauche et la droite et Emmanuel Macron dans le passé. Donc grosso modo, le temps que ça ne change pas, tout le monde est content, on continue la hausse et il faut se rattraper par rapport aux autres indices et les investisseurs n'ont pas cherché plus loin que ça. Ça, c'est une lecture plus ou moins optimiste dans la mesure qu'on puisse se permettre dans la situation actuelle, bien évidemment. Moi, j'ai pas la même lecture, malheureusement. Je suis plus dans le camp des pessimistes dans ce cas-là parce que finalement, on voit déjà une semaine passée, c'est que le NFP, qui n'est pas un parti, c'est plus une coalition de différentes partis de gauche où il y a des personnes avec des sensibilités politiques complètement différentes, voire parfois opposées, il est toujours là. Il n'est pas prêt de s'exploser. Au contraire, ils sont en train de rechercher un premier ministre qui pourrait pousser leur programme économique que moi je considère très délicat pour les finances françaises. Suite à ça, je fais une conclusion qu'il y a de fortes chances que quand même certains éléments du programme de NFP, qui est en réalité le programme de la France insoumise, sera quand même appliqué. Et déjà, les parties de ce programme que sont très dangereuses, peut-être encore pire s'ils sont appliqués que partiellement et pas intégralement, même intégralement je trouve ça catastrophique, mais partiellement ça peut être encore plus compliqué parce qu'on va essayer de faire coexister les concepts qui ne se marient pas du tout ensemble. Donc nous sommes dans un blocage.
Aujourd'hui, si on regarde les élections, aucun parti ne propose le programme qu'il faut vraiment réaliser en France. Et pourtant, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait qu'il faut faire des économies, qu'il faut gérer le problème de la dette. Tous ces problèmes existent objectivement et il faut apporter des solutions. Et le problème, c'est qu'aucun des programmes des élus, aucun des partis ne propose pas de solution à ce problème. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien là, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on peut le facilement anticiper car c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans le passé. La France sera à nouveau dégradée. Elle sera dégradée par les autres agences de notation ou peut-être certaines agences de notation vont aller encore en cran en dessous. Donc, qu'est-ce que c'est les agences de notation? Pour ceux qui sont novices, je vais rappeler très rapidement, c'est qu'il y a 3 grandes agences, c'est Moody's, Fitch et Standard & Poor's, les agences américaines, qui donnent une note de AAA jusqu'à je sais plus combien. En tout cas, la note représente la solidité de la signature, la probabilité de défaut. Donc, il y avait des moments quand les pays occidentaux, il était noté AAA, ça veut dire que vraiment aucun risque. Et évidemment, ça affecte énormément les rotations dans les portefeuilles des grands gérants de fonds. Donc, on peut mettre plus ou moins des actifs qui sont notés en telle ou telle note. Donc, plus on se rapproche à AAA, mieux c'est. Donc, la France, c'est déjà éloigné pas mal de AAA et il va encore s'éloigner de AAA. Et donc, ça veut dire que ça va mettre la pression sur la dette française parce qu'il sera considéré comme plus risqué. Et aussi, la dette française sera moins attractive pour les investisseurs, notamment pour les investisseurs internationaux. Les investisseurs, entre guillemets, qui achètent la dette française à l'intérieur de la France, c'est souvent les institutions, soit les banques commerciales, donc ce ne sont pas forcément des acteurs 100% rationnels, car dans beaucoup de cas, elles sont obligées d'acheter la dette française, mais dans tous les cas, la pression sur le 10 ans français est à prévoir à moyen voire court terme. Cette pression peut se réaliser de différentes manières, mais dans tous les cas, c'est quand même un paramètre économique hyper important. Si cette pression s'avère très agressive, dans ce cas-là, les politiciens et les économistes doivent apporter très rapidement les solutions à ce problème afin de baisser les taux d'emprunt parce qu'évidemment, ça va creuser les déficits publics de manière très significative. Ici, je suis quand même, tout en restant pessimiste, je préfère d'être réaliste parce que nous savons que tout ça va se passer sous les guides de la BCE. Donc, et Christine Lagarde, sans dire qu'elle est française, elle va pas laisser couler la France, ils n'ont pas laissé couler la Grèce, et la France représente vraiment un morceau bien plus important, et dès qu'ils vont voir qu'il y a des tensions sur le marché de dette française, ils vont forcément aider et calmer le feu. Mais par contre, ils vont avancer des conditions, et c'est là où ça commence à être assez intéressant, c'est que quand ils vont commencer à intervenir sur le marché de dette pour sauver la dette française, à condition qu'elle se fait attaquer, dans ce cas-là, ils vont émettre les exigences envers l'État français par le biais d'une commission européenne ou bien en direct sur la Banque de France, afin que le gouvernement français mette en place des mesures. Et ça sera des mesures d'austérité. Il ne faut pas rêver. Ils ne vont pas vous dire que non, faites la relance keynésienne, empruntez, consommez plus pour relancer la consommation comme propose le faire les FI. Non, ça sera pas leur proposition. Et ce ne sera pas la proposition de Rassemblement national pour baisser la TVA. Au contraire, ils vont dire, vous allez augmenter tout, vous allez faire en sorte pour que la dette publique et le déficit public français reviennent au moins proches aux normes des pays comparables à la France. Parce que les normes européennes sont déjà de facto abandonnées, je crois que même juridiquement sont déjà abandonnées. Voilà, c'est ce qui va se passer à mon avis, c'est que quel que soit le gouvernement qui arrive au pouvoir, à un moment donné, ils vont être confrontés à la réalité des marchés. Je l'ai déjà dit avant les élections, que de toute manière, dès que nos pouvoirs, les choses se passent pas du tout pareil. Et je pense que la démarche des partis, on va dire modérés, de constituer une coalition, si je me permets, des politiciens raisonnables, afin de proposer un programme qui pourrait correspondre à la réalité économique de la France et qui s'inscrit dans la politique générale européenne. Voilà, mes amis, ça c'est mon point de vue. Je ne pense pas que les marchés sont optimistes pour des bonnes raisons. Je pense qu'ils prennent un petit peu à la légère ce qui se passe actuellement en France et le blocage qu'on voit aujourd'hui. Pour être très honnête avec vous, que le point qui m'intéressait énormément après les législatives, c'est l'avenir de cette NFP. Est-ce que cette coalition va tenir, va se transformer dans un parti de gauche, si vous voulez, ou bien ça sera vraiment un truc du pipeau juste pour faire le barrage au Front National, ou au Rassemblement National, et du coup il va disparaître dès que les législatives seront passées. Apparemment, ils sont toujours là. Apparemment, la LFI, qui reste quand même un leader de Nouveau Front Populaire,
reste sur sa place, elle arrive à faire avancer ses réformes et elle influence énormément cette coalition. Mais attendons, on a juste une semaine passée, peut-être que les choses vont encore changer d'ici là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que les marchés ont raison d'être plutôt optimistes ou j'ai raison d'être plutôt pessimiste modéré? Et quelle est votre opinion après les législatives? Maintenant, je voudrais voir comment cette situation peut affecter les investisseurs, les épargnants français selon leur profil. J'ai choisi 3 profils types. Le profil épargnant classique, celui qui utilise principalement les produits d'épargne, celui qui investit, donc ça peut être un investisseur immobilier, ça peut être un investisseur en bourse, et en trader. Voilà comment la situation actuelle peut toucher ces 3 profils types. Si vous êtes un épargnant, ça, la situation, elle est floue. J'avoue, j'ai envie de dire que pour vous, vous êtes en sécurité, il n'y a aucun problème, etc. Mais les propos de certains politiciens, notamment Sandrine Rousseau et même Raphaël Glucksmann, qui a pourtant une position assez modérée sur les autres sujets, évoquent les hypothèses comme quoi l'épargne française pourrait être mobilisée pour contrer la dette excessive. Je ne sais pas comment, je ne sais pas sous quelle forme juridique ils peuvent le faire. Ils font la référence sur le Japon, sachant que pour moi c'est une situation complètement différente. Mais dans tous les cas, il y a une tentative de piocher dans l'épargne des Français de certains politiciens de gauche. Est-ce que ces politiciens seront au pouvoir ou pas? Peut-être un jour ils le seront. C'est une question ouverte. Donc même pour les épargnants, je trouve que la situation n'est pas si claire que ça. Si vous restez sur des produits d'épargne classiques comme les vrais A, j'espère pour vous que ce n'est pas un problème, sachant que c'est surtout que c'est liquide, vous pouvez toujours retirer l'argent au pire des cas. Si vous êtes un investisseur dans l'assurance vie, pour moi, il y a deux cas des fonds en euros qui devraient normalement se reprocher à la situation de livret A. Donc si le livret A sera menacé, donc probablement le fonds en euros aussi. Tout ça, ce sont que des hypothèses. J'essaye de me projeter dans les circonstances d'une incertitude très élevée du point de vue politique et réglementaire. Par contre, si déjà, à partir du moment que vous êtes un investisseur assurance vie unité de compte, la situation peut se complexifier parce que vous pouvez être investi sur des actifs plus ou moins risqués, l'action, les obligations d'une signature peut-être un peu plus faible que AAA ou on va dire high grade bonds, ce qu'on appelle les obligations les plus sûres. Ici, on peut avoir différents scénarios selon la législation qui sera mise en place. Donc, mais globalement, je ne veux pas rentrer en panique parce que pour moi, il n'y aura pas de panique parce que toujours il y a des garde-fous. Il y a d'abord la Commission européenne, il y a les marchés, je dis peut-être les mettre sur la première place, qui ne vont pas laisser faire n'importe quoi. J'espère que les contrepoids des institutions démocratiques et des institutions juridiques ne vont pas permettre d'implémenter les programmes de nouveaux fonds populaires qui est un programme de la France insoumise en réalité. Donc voilà, ça c'est mon point de vue que pour les épargnants pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt de paniquer. Pour les investisseurs, là, ça commence à être vraiment très compliqué parce que les investisseurs, il y a les investisseurs immobiliers, il y a les investisseurs en actions. Si vous passez par des portefeuilles comme PEA ou bien Assurance Vie unité de compte, dans ce cas-là, normalement, à condition que le gouvernement reste raisonnable, et ce sera le gouvernement, j'espère que ce sera le gouvernement du centre, je ne sais plus comment ils vont s'organiser, mais en tout cas, celui qui est en ligne actuelle économique, dans ce cas-là, vous devrez normalement être épargné de tous ces problèmes. En revanche, si vous êtes un investisseur immobilier, vous êtes la vache à lait pour tous les politiciens, y compris les politiciens modérés, sans parler des populistes, parce que les populistes vont taper sur les propriétaires sans aucun doute. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Déjà, ils le disent ouvertement, avec le retour des impôts sur la fortune, les propriétaires immobiliers vont être touchés, notamment sur la législation par rapport aux locataires. Les locataires sont déjà protégés, très protégés en France, voire surprotégés. La gauche propose des lois même qui vont beaucoup plus loin. On aura même des difficultés de faire sortir des squatteurs, si jamais c'est le cas chez vous. On peut se retrouver dans la situation proche à ce qu'on voit aujourd'hui en Espagne, où les occupados, ou les squatteurs, grosso modo, représentent un véritable problème. Et derrière, il y a tout un business model de soutien de ces squatteurs, souvent baqués par les élus locaux. Donc ça, c'est
plus un cas extrême parce que ça frôle un peu la crime, la mafia. J'espère qu'on va pas y arriver, mais dans tous les cas, on emprunte ce chemin si jamais on va commencer à créer de la législation qui va surprotéger des personnes qui occupent illégalement les lieux, les appartements et les maisons. Voilà, donc ça, c'est vraiment un véritable risque, sans parler des risques classiques, donc la hausse ou pas la baisse des prix, les rentabilités, comment les loyers vont-ils suivre ou pas les prix, tous ces aspects qu'on a plus tendance de élaborer dans nos vidéos, et ils passent en deuxième plan, sachant que maintenant, il y a un véritable risque juridique et le risque fiscal. Le risque fiscal parce que vous allez être premier à taxer. Voilà. Et vous pouvez pas partir, parce que vous pouvez prendre votre maison, votre investissement immobilier dans la poche et partir dans un autre pays. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous avez un gros parc immobilier, ça peut représenter un problème. Et le troisième cas, si vous êtes trader actif, ça veut dire que vous avez décidé de faire du trading votre métier, vous êtes particulièrement sensible aux impôts sur la plus-value, sur les dividendes, etc., etc. Ici, la réponse est claire. Je pense que vous devez quitter la France. Parce que quel que soit le gouvernement, quels que soient les élus, quel que soit le système, nous allons rester dans ce système où ce type d'activité va être taxé au maximum. Déjà, l'image qui est donnée aux Français par rapport à ces activités sont très mitigées, si je me permets de le dire. Et en plus, quasiment tous les partis sont plus ou moins d'accord sur de taxer ce type de personnes. Vous allez être considérés comme des méchants riches. Les plus-values de trading ne vont pas être considérées comme des profits honnêtes, si vous voulez. Donc, appliquez les termes que vous voulez, mais c'est comme ça que ça va être perçu. Et donc, vous allez vous retrouver dans les tranches les plus élevées de fiscalité. Donc, dans ce cas-là, il faudra trouver une autre alternative pour une domiciliation fiscale pour vous et votre famille. Encore une fois, si c'est votre activité principale. Donc, je ne pense pas que la plupart des abonnés MyEndureCash sont dans cette situation-là, ou bien si vous êtes dans cette situation, il faut vraiment réfléchir, ou bien si vous voulez que le trading devienne votre métier. Dites-moi dans les commentaires dans quel profil vous êtes et si vous êtes frustré ou bien au contraire content, peut-être qu'il y a des personnes comme ça, par le résultat des dernières législatives. Maintenant, nous passons aux autres sujets et nous aurons besoin des graphiques comme d'habitude. Il y a eu deux événements importants cette semaine. Le mercredi, c'était la testimony de Jerome Powell devant le Congrès et la publication des CPI le jeudi. C'était assez contradictoire. Pourquoi c'était contradictoire? Parce que Jerome Powell, il a dit qu'il n'est pas pressé de baisser les taux encore une fois, il a joué sa carte modérée. Les marchés n'ont pas spécialement très apprécié sans pour autant de chuter, mais par contre les statistiques d'inflation juste après, les fameux CPI qui la Fed utilise le plus pour estimer le trajectoire de l'inflation, sont ressortis en dessous des attentes, ce que montre que l'inflation ralentit plus vite que prévu. Donc en gros, on a ces deux paramètres contradictoires qui dominent un petit peu les marchés, et le marché est en train d'arbitrer que peut arriver. Donc cet arbitrage se transforme dans un mouvement boursier assez inattendu, encore une fois, c'est un peu comme pour les législatives, c'est que je m'attendais pas personnellement à cette réaction des marchés, c'est justement la tech américaine qui se prend cher après cette publication. Pour le titre principal des 7 magiques en 2024, Nvidia, nous avons eu une baisse de presque 6%, donc 5,5% plus exactement. Cette réaction m'a beaucoup surpris, honnêtement. On voit que de point de vue technique, on est en train de faire un avalement baissier. Donc ça, c'est un signal assez négatif dans l'analyse technique, pour une raison que finalement j'ignore. C'est ça le paradoxe, en fait. J'avais toujours du mal un petit peu à expliquer les mouvements haussiers de ces valeurs. À un moment donné, c'était vraiment une pure euphorie. Et maintenant, nous avons du mal à expliquer les baisses. Parce que la baisse était provoquée par une bonne nouvelle des CPI, mais pourquoi exactement cette nouvelle a provoqué cette baisse? Pourquoi d'un coup Nvidia a commencé à être sensible à l'inflation, et en plus inversement sensible à l'inflation? Je pense que c'est tout simplement les flux financiers qui sont en train d'être modifiés, en train de changer de direction. Maintenant, des actions de forte croissance comme Nvidia, on commence à s'intéresser par les actions, ce qu'on appelle parfois value, qui accompagnent généralement les périodes moins inflationnistes. Bon, disons,
est-ce que c'est un mouvement de fond auquel il faudra faire attention et par rapport auquel il faut agir? Moi, personnellement, je n'utilise pas généralement ce type de réflexion. Je préfère d'acheter les bons actifs à bon prix. Ça fait un moment que je trouve que Nvidia, c'est un très bon actif, mais ne pas à bon prix. Et c'est une logique que j'applique dans tous mes investissements, et notamment dans le club Minder Cash Patrimoine que je présente à mes abonnés. Et mes choix d'actions se font en fonction de ces deux critères. La qualité est représentée par la valorisation, par le fondement, par les perspectives, et aussi par la valorisation. Typiquement, un exemple d'une action, une des meilleures performances dans mon portefeuille, c'est Google. Quand elle était tout récemment à 130 dollars, et on se disait qu'il est très en retard, etc., etc., moi je l'ai acheté parce que je le trouvais pas cher pour un bon actif à bon prix. Mais je n'ai pas acheté l'action Nvidia. Bon, c'était une erreur de point de vue technique parce qu'on voyait qu'elle montait et montait, mais ça ne fait pas partie de ma stratégie. Je ne peux pas acheter au sein de ma stratégie ce type de valeur parce que c'est une très très belle valeur qui profite pleinement du momentum d'intelligence artificielle, mais par contre, elle n'est pas à bon prix. Donc c'est aussi simple que ça. Pour cette même raison que je m'intéresse depuis un certain temps déjà par des valeurs value, notamment d'ailleurs les minières, où je commence à prendre quelques positions, ce n'est pas parce qu'il y a une rotation, c'est surtout parce que je considère que ces actifs sont à un très bon prix. C'est tout simplement ça. Donc du coup, rotation ou pas, peut-être, je ne pense pas nécessairement que ce sera durable parce qu'on n'a pas spécialement beaucoup de visibilité sur l'inflation, mais pour moi, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère de choix de mes investissements. Dans quel état d'esprit actuellement se trouve le marché? Est-ce que c'est plus la rotation ou plus les valeurs de croissance? Moi, je prends ce qui n'est pas cher, ce qui est intéressant. On a beaucoup parlé de la France dans mes dernières vidéos et aujourd'hui. Ça serait dommage de ne pas regarder où se trouve actuellement le CAC 40. Et après, je vais vous parler pourquoi je suis en train de changer ma propre stratégie dans le portefeuille Minder Cash Patrimoine. Le CAC 40, comme prévu, en fait, c'est exactement le scénario sur lequel j'ai parié. Après les législatives, une fois qu'on a eu une pseudo-visibilité, même si on n'en a pas beaucoup plus, le marché il aime bien parce qu'il y a déjà un des risques est parti et le CAC 40 se fait racheter. Il se fait racheter tout simplement techniquement selon moi parce que on a pris tellement de retard que beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'automates de trading considèrent tout simplement que les actifs français sont bon marché par rapport aux autres, ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai, et ils profitent d'une opportunité, ils commencent à acheter des valeurs qui sont souvent d'ailleurs des valeurs value, et en plus ça coïncide avec le momentum de rotation, ce qu'on appelle parfois, parce que effectivement le marché est en train de se tourner des valeurs de croissance vers des valeurs value où il y a eu un grand choix dans le CAC 40 et forcément le CAC 40 va en tirer le profit. Donc dans les prochains jours, je considère que le CAC 40 il a toutes les chances de continuer sa progression pour éventuellement rejoindre la zone, ce que j'appelle la zone spéculative, et c'est la zone qui commence à partir d'un niveau de 7900 points. Je pense que cette situation technique, elle est tout à fait justifiée, malgré, ça c'est encore un autre paradoxe, nous vivons que dans un monde de paradoxes en ce moment, malgré les situations politiques, les situations macroéconomiques où on peut s'atterrir en France. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Donc là, comme vous le savez, j'ai joué la reprise après les législatives avec 3 ou 4 valeurs, on va dire 3,5, parce qu'il y en a une que je voulais acheter de toute manière. La première valeur où j'ai pris une relativement grosse position, c'est Orange. Je l'ai pris en direct et aussi avec des options dans le Club Option Invest. Évidemment, toutes les informations sont à la description de cette vidéo. Si vous voulez rejoindre un des clubs Minder Cash. Et aussi, j'ai acheté des options, cette fois sur Crédit Agricole. Mais Crédit Agricole, je l'avais déjà, une ligne avec un PRU qui était très très intéressant. J'ai juste renforcé à court terme cette ligne avec des options. Ensuite, j'ai fait également une position de vente de put sur AXA, qui est quasiment sans valeur aujourd'hui, donc je vais récupérer la prime entièrement. Bon, sur toutes les 3 positions spéculatives, j'ai eu des profits. Sur Crédit Agricole, c'était pas un profit extraordinaire, mais sur Orange, en 3 semaines, je ne fais quand même environ 30%. Voilà, donc pour le trading, c'est quand même assez sympathique, et Orange, c'était une valeur qui était effectivement sur des niveaux très très attractifs, et j'en ai parlé dans mon Telegram, sur tous mes posts, que je fournis gratuitement, mais bien évidemment au sein de mes abonnements. Et la quatrième valeur que j'ai achetée après la baisse post-élection européenne, c'était Airbus, mais c'est
C'était une valeur dans mon top list depuis un moment et j'ai juste profité d'un très bon PRU que je considère toujours d'ailleurs assez intéressant. Pourquoi je parle d'un changement de stratégie? Ça, c'est un des sujets principaux de cette vidéo, parce que effectivement, aujourd'hui, nous arrivons au stade où l'accumulation des risques devient menaçante. Il y a un an environ, j'ai fait un article pour mes abonnés, encore une fois, c'était un article sur un crack, un big crack potentiel sur les marchés, où je voulais dessiner un scénario du pire. C'était un scénario hypothétique, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose à quoi je m'attends, mais c'était plus des risques qui pèsent énormément actuellement sur les économies et sur la vie sociale. Et j'ai évoqué notamment justement ce risque politique que nous sommes en train de vivre pleinement actuellement en France. Je ne m'attendais pas spécialement en France. Je m'attendais en France au bout d'un moment, mais je ne pensais pas que la France sera la première. Mais voilà, pas de bol, on est dedans. Et actuellement, non seulement en France, mais aussi dans les autres coins du monde, on voit qu'il y aura des élections aux États-Unis qui, je ne sais pas ce qu'ils vont donner. Il y a de très fortes chances que Donald Trump va revenir. Et si je suis beaucoup moins ferme parce qu'on peut avoir les différentes hypothèses, il y a très peu de faits pour élaborer ces hypothèses. Autant en France, on veut être optimiste, mais malheureusement, il n'y a pas de raison d'être optimiste en France parce que dans aucun des scénarios, je ne vois pas que ce soit le paradis, honnêtement. Parce qu'on est dans une situation grave déjà, on est déjà dégradé, on est déjà plein de problèmes à résoudre immédiatement. Aucun parti ne propose des solutions pour ces problèmes, comme je le dis tout à l'heure, et je ne pense pas qu'il y en aura en partie qui va les proposer. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils vont jamais gagner les élections. C'est aussi simple que ça. Aux États-Unis, c'est différent. Il y a des problèmes, mais apporter les solutions à ces problèmes, c'est plus facile aux États-Unis pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont le dollar, mais deuxièmement, ils ont une société qui a quand même une réflexion très différente par rapport à l'économie, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au trading, par rapport à tout ce que nous on parle toutes les semaines. Et c'est plus facile de faire passer les programmes libéraux, si vous voulez, les programmes capitalistes, dans la société américaine que dans les sociétés européennes et surtout en France. En France, si on va commencer, moins qu'on commence à parler d'austérité, ça va déjà exploser socialement. On a des partenaires sociaux, CSG, CFDT, tout le monde qui vont se mettre en créneau. Ça sera presque une petite révolution, et pourquoi pas grande. D'ailleurs, vous avez entendu parler, sans doute, il y avait un des élus, je crois que de la France Insoumise, qui parlait de marcher sur le Matignon. Tout comme Donald Trump. Par contre, Donald Trump elle est en train de payer ça maintenant dans le procès juridique. En France, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, bon, on en parle dans les médias, mais sans plus. Pourtant, c'est un appel vers un renversement presque du régime. Bon, on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais dans tous les cas, je pense que en France, proposer déjà des réformes correctes, qui sont nécessaires, je parle même pas d'un New Deal, en fait, dans quelque chose génial. Juste régler ce qu'on est obligé de toute manière de régler. Les politiciens, pour se faire élire, ils sont obligés de mentir en France. Aux États-Unis, ils ne sont pas obligés. Ça, je trouve, c'est quand même un atout, parce que un président qui va venir, il peut dire, mes amis, nous sommes dans la merde, il faut faire ça, ça et ça, et il faudra serrer le ceinture. Si on parle comme ça en France, ça passera pas. Mais il y a d'autres phénomènes, évidemment, qui sont aussi importants. C'est la croissance qui est toujours là, il y a énormément de sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller chercher les fonds pour des différentes solutions de court-termistes ou pas aux problèmes économiques dont les États-Unis font face. Avec tous ces risques-là, on arrive à des indices qui sont au plus haut historique, ce qui est absolument absurde. Aujourd'hui, quand on choisit les actions, c'est souvent des multiples qu'on n'a jamais vus. C'est très segmenté, en fait, dans certains secteurs, c'est le cas. Par exemple, dans tout ce qui est secteur technologique, on n'a presque plus rien à faire. Dans les secteurs value, c'est le massacre. Donc c'est quand même assez surprenant la situation et je pense que nous sommes un petit peu dans la situation où une certaine purge est nécessaire. Et je ne suis pas prêt d'aller maintenant à fond sur les marchés. Et aujourd'hui, je prends une décision de changer légèrement ma stratégie. Encore une fois, quand je dis changer de stratégie, ça ne va pas dire que je vais tout vendre, je vais paniquer et je vais faire autre chose complètement. Je vais juste mettre un petit peu le frein sur l'achat des nouvelles actions. Je vais prendre les profits sur certaines lignes et éventuellement je vais tourner sur des actifs un petit peu moins risqués. C'est ce que j'ai commencé à faire déjà à partir d'hier. C'était l'action Sony que nous avons achetée dans le club Mayandir Cash Patrimoine tout récemment. Et cette action, vous voyez ce qu'elle a fait en bourse.
Nous, on a acheté très très bas, presque au plus, bon, peut-être pas au plus bas, mais vraiment très très bas. Et là, j'ai profité de toute cette hausse de rebond violent titre Sony. Donc là, c'était un exemple typique. Actuellement, je l'ai fermé à 24%, donc du coup, mon PRU, c'était quelque part autour de 78, 76, je sais plus. Mais dans tous les cas, c'était vraiment un très très bon trade. Et là, j'en ai profité pour prendre mes profits parce que je pense que on va facilement bientôt atteindre la résistance de 100 $ et il n'y a pas de raison pour le franchir. Et aujourd'hui, je vais vous parler quand même des actions que j'ai dans ma liste, que je trouve intéressantes actuellement, et qui sont sur des niveaux, on peut envisager l'achat si vous n'êtes pas dans le même esprit que moi, et si vous voulez continuer d'acheter ou bien vous adapter une stratégie qui n'est pas pire de loin de DCA. Donc moyenner à chaque fois, acheter régulièrement des actions, et comme ça vous profitez des bas et des hauts des marchés. Donc voilà, quelques idées que je voudrais vous mettre en avance aujourd'hui. Les actions françaises, ça nous intéresse tous. LVMH, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'au début de l'année, j'ai fait un super bon trade sur LVMH autour de 665 euros. Donc j'ai pris presque au plus bas sur cette ligne de trend. Cette ligne de trend, depuis un certain temps, elle est parfaitement tradable. Donc j'ai eu beaucoup d'opportunités de trader l'action LVMH quand elle touchait ce trend. Et nous nous trouvons actuellement un moment quand on touche à nouveau ce trend. Maintenant, le niveau de support qui correspond à cette ligne de trend, c'est 695 euros. On l'a touché et à nouveau on est en train de rebondir. On a encore beaucoup de potentiel sur valeur LVMH. Mais après attention, LVMH c'est du luxe c'est les émergents. Les émergents pour l'instant c'est pas évident, il y a de la géopolitique dedans, il y a évidemment de la France, parce que c'est une action française, elle est cotée en France, avec toutes les conséquences. Dassault Systems, il n'y a pas longtemps encore, cette valeur était considérée comme une super classe, super chic. Et il a beaucoup consolidé, donc c'est même assez impressionnant. On peut parler d'une consolidation de presque 32%. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que nous arrivons sur un support très puissant de 34 euros, à partir duquel nous voyons que historiquement, cette valeur rebondissait très bien. Donc en tout cas, dans la plupart des cas, on a eu quelques exceptions, quand on est descendu à 32,50, c'est pas bien loin. Et à ces niveaux-là, nous pouvons considérer l'achat. Attention, cette valeur, elle est relativement chère au niveau des ratios, même après la consolidation. Donc il faut vraiment être conscient que vous achetez quand même une valeur qui reste relativement chère. Je voudrais parler également des actions suisses, parce que vu qu'en France il y a des problèmes, on peut peut-être s'échapper un peu en Suisse. Euh, Roche Holding, c'est une action que je suis depuis le lancement de ma chaîne. C'est une pharma très intéressante, très puissante en termes de marque, mais on voit ici que après, dans le long trend descendant, nous avons cassé la moyenne mobile de 100 jours, et maintenant ça ressemble à un changement de direction. Donc actuellement, on a cassé justement cette ligne que n'a pas pu casser tout au long de ce trend descendant, et nous pouvons effectivement considérer cette action à nouveau dans notre portefeuille. À partir des plus bas, on a rebondi quand même de 20%, ça peut paraître dommage, mais acheter ici, en dessous de cette ligne de 200 jours, c'était quand même relativement dangereux parce qu'on voit qu'à chaque fois, elle redescendait encore plus bas. Donc aujourd'hui, on est au-dessus, et aujourd'hui, cette action me semble qu'elle devient haussière. Pour Nestlé, si on reste un petit peu en Suisse, ici, le mouvement est très similaire. D'ailleurs, je vous rappelle pourquoi toutes les actions suisses ont baissé. C'est pas parce que ça va mal en Suisse, c'est surtout parce que la devise est trop chère. Pour l'instant, il reste toujours d'ailleurs assez cher, mais par contre, on voit que pour une raison X ou Y, le marché considère que ce n'est plus un problème. Mais, on voit que c'est très similaire comme graphique de Roche Holding. Par contre, on n'a pas encore atteint la moyenne mobile de 100 jours. Donc, après, c'est à vous de voir. Donc, ça reste relativement spéculatif si on commence à prendre la position tout de suite, parce qu'on a encore des chances de casser cette ligne de 200 jours et après rebaisser. On a vu les fausses cassures par là, qui étaient en plus très importantes. Pour moi, c'est un dossier un petit peu moins évident de point de vue technique. Mais de point de vue qualitatif, bien évidemment, les deux valeurs sont excellentes. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo d'abord n'était pas trop longue
qui était informative. J'ai essayé de vous apporter un maximum de clarification sur les points politiques, sur les points économiques macro, sur la stratégie d'investissement personnel. J'espère que ça mérite un like au moins, ou un dislike si vous n'êtes pas d'accord. Partagez avec moi dans les commentaires quels sont vos sentiments actuellement, et on se dit à très bientôt sur Telegram la semaine prochaine, ou bien dans mes prochaines vidéos. Bye bye.